Bonjour, amis cyclistes curieux du Tour de France et du vélo. Pour cette vidéo, je reviens sur une étape qui est déjà passée depuis un petit moment. C'est la fameuse étape où Tadej Pogačar a gagné sa 100e victoire professionnelle. C'est intéressant parce que nous avons un final très intense, avec notamment la montée de la rampe Saint-Hilaire qui dure environ 3 minutes. Et ce qui est intéressant, si on veut essayer de comprendre le profil de performance des cyclistes, c'est d'avoir des données de puissance sur différentes durées, pas seulement sur des cols longs. Et donc là, ici, cette montée, elle est intéressante parce qu'elle est très raide, elle dure moins de 3 minutes pour le premier. Et la difficulté pour évaluer la puissance, à défaut d'avoir les données d'indicateur de puissance, ça va être que nous avons une montée qui se fait avec de l'élan, c'est-à-dire que les coureurs arrivent à pied de la côte avec de l'élan, donc il y a de l'inertie. Et comme la montée est courte, cet élan va un petit peu fausser le calcul de puissance. Si on était sur une montée longue, évidemment, l'inertie de l'élan au pied de la côte devient négligeable. Mais là, sur 3 minutes d'effort, ça peut être significatif. Et aussi parce qu'il y a un abri du vent qui est important dans cette arrivée, dans ce final, sur la montée finale. Il y a un petit peloton qui se présente, donc on peut avoir ce paramètre-là aussi. Mais c'est surtout l'inertie qui va nous poser problème. Donc pour faire les calculs de puissance, il faut se baser sur des capteurs de puissance de coureurs qui ont laissé activer la puissance et qui ont publié sur Strava, et il y en a. Donc on peut le voir ici, il y a des coureurs qui ont publié la puissance, c'est le cas d'Oscar Hindley, donc qui a développé 480 watts, il termine en haut de la côte à 9 secondes après Pogačar, qui lui est monté en 2 minutes 50. On a également Kevin Vauquelin qui développe 516 watts en 3 minutes 05. Alors Kevin Vauquelin est bien plus lourd que Oscar Hindley, hein. On a 7 kilos d'écart entre les deux d'après les données qu'on a sur Internet. Donc à partir de ça, et il y a d'autres puissances également, ça nous permet de commencer à évaluer assez sérieusement, à affiner le modèle pour évaluer la puissance de Pogačar dans cette montée où il a vraiment amusé la galerie. Et ce qu'on peut dire sans trop prendre de risques, c'est qu'il a développé environ 600 watts pendant 2 minutes 50. Alors, c'est quand même 21% de plus qu'Alexis Baudin, par exemple, 11% de plus que Kevin Vauquelin, donc 16% de plus que Kevin Vauquelin, pardon. Donc c'est quand même important comme écart, hein. C'est un écart important. En haut de cette petite côte de 3 km, Kevin Vauquelin bascule avec que 15 secondes de retard sur une montée qui a duré 2 minutes 50 pour Tadej Pogačar, qui est parti tout seul. Jonas Vingegaard a eu beaucoup de mal à conserver le sillage, il a réussi péniblement à recoller dans la roue, c'est une grosse performance aussi de sa part. Mais Tadej Pogačar fait le final de la côte tout seul dans le vent, donc c'est lui qui est le plus exposé au vent dans cette montée, et malgré tout, il a dominé tout le monde. Et là où on voit qu'il a de la marge, c'est que ces 600 watts qu'il a produit en soi, c'est pas une puissance inaccessible, c'est pas extra-physiologique, c'est d'une puissance élevée, mais parmi les meilleurs cyclistes du monde, 600 watts sur 3 minutes, il y en a un certain nombre qui sont capables de le faire. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est extra-physiologique. Ce qui est par contre étonnant, et qui là pose question, c'est que cette puissance-là est réalisée alors que le peloton est en file indienne depuis quelques kilomètres, ça roule à bloc. Il y en a partout, le peloton explose de partout dans les kilomètres qui précèdent l'ascension. Tout le monde est au rupteur, et lui, il est capable d'accélérer très franchement et de lâcher tout le monde dans cette montée qui est relativement courte. Certes, raide, mais courte. Et quand vous avez un effort intense, que vous devez produire un effort intense alors que déjà l'effort est bien engagé, c'est pas comme si vous étiez au départ d'une course de demi-fond à 1500 mètres, on est au départ, tranquille, on fait son 1500 mètres, on met tout, puis après on s'écroule par terre, on récupère. Là non, c'est un peu comme si on était au départ d'un 10 000 mètres, et qu'au kilomètre 7, vous avez un gars qui fait 1500 mètres à bloc. Mais ensuite il s'arrête pas, il continue de courir à l'allure du 10 km qu'il avait tout à l'heure, quoi. C'est un petit peu ce à quoi on a assisté en réalité. Et c'est la raison pour laquelle, derrière, ben, vous voyez bien que ceux qui ont basculé à 10-15 secondes, en réalité, l'écart de puissance, il est très important. On a un écart de puissance qui va de 10 à 15%. Et ça, c'est une différence considérable, par contre. Donc ça confirme juste ce qu'on observe, c'est que Pogačar, il est 30-40 watts au-dessus de tout le monde, avec Jonas Vingegaard qui le talonne. Mais les deux, là, ils sont au-dessus de tout le monde. Et ça permet de comprendre que Pogačar, globalement, c'est un gars qui est capable,
il est capable d'avoir une puissance sur 5 minutes d'environ 8,2 watts par kilo. C'est-à-dire que sur 5 minutes, ce gars-là, il serait capable de produire 570 à 580 watts en puissance étalon 70 kg, hein, pour un athlète de 70 kg. Et pendant 40 minutes, il peut sortir 450 watts. Et ça, c'est ce qu'on a observé dans la montée de Valminier au Dauphiné-Libéré. C'est ce qu'on a observé également dans la montée du plateau de Beille autour du Tour de France 2024. Donc 8,2 watts par kilo pendant 5 minutes, c'est extra-physiologique. Ensuite, 6,5 watts par kilo pendant 40 minutes, c'est pareil, c'est extra-physiologique. Et ce gars-là, pendant 1 heure, il peut sortir 430 watts, c'est-à-dire 6 watts par kilo. À peu près, hein, même 6,1 watts par kilo pendant 1 heure. Ça serait ce qu'on appelle la FTP. Dans le jargon cycliste, il y a plein de publications dans l'entraînement ou dans les logiciels d'entraînement. Vous avez la FTP, ça correspond grosso modo à votre puissance critique sur 1 heure d'effort. Voilà, ce que vous pouvez faire pendant 1 heure, en roulant à fond. Et donc, Pogačar, lui, il est au moins à 6 watts par kilo. Moi, je dirais 6,1. Donc là, on a un profil qui se dessine. Un gars qui fait 8,2 watts par kilo sur 5 minutes, 6,1 pendant 1 heure. Et ben en fait, c'est une courbe de puissance qui est très largement au-dessus de tout ce qu'on connaît dans le cyclisme. Et ça rivalise, voire ça surpasse les coureurs qui étaient les plus grands dopés de l'histoire du cyclisme entre les années 90 et la fin des années 2010, c'est-à-dire l'époque de Miguel Indurain, Bjarne Riis, Jan Ullrich, Lance Armstrong, Floyd Landis, etc. Alberto Contador, toute cette génération-là, Rasmussen, etc. Toute cette génération-là, eh ben, elle est surpassée par Tadej Pogačar. C'est juste un fait objectif. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la montée d'Otakam. Est-ce qu'il va se mettre à fond ou pas? Est-ce qu'il va faire la montée? Est-ce qu'il va aller chercher le fameux record de Bjarne Riis? On va voir. Ça va dépendre des conditions de course. Mais voilà, je tenais à faire un petit point sur cette montée-là qui est très importante. Et si on voit Pogačar qui est battu par Remco sur le contre-la-montre, en réalité, je pense que Remco, il a une vingtaine de watts de moins. Simplement, il a une position aérodynamique qui est bien plus efficace que celle de Pogačar. C'est très nettement à son avantage. Il est plus petit, il est extrêmement ramassé sur le vélo, il a une position qui est vraiment assez exceptionnelle, et ça lui permet de compenser largement une vingtaine de watts sur Pogačar en contre-la-montre. Si on avait les données puissance, je suis à peu près sûr que c'est ce qu'on observerait. Mais ça, les coureurs refusent de publier, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire en réalité de publier les valeurs de puissance, mais bon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette montée étonnante. Et on a hâte d'en voir un peu plus dans les jours à venir, puisqu'on va avoir la montée du Mont d'Or, qui va être très intéressante, même si elle est en fin d'étape. Ça va être une fin d'étape très très usante, où il va faire chaud. Donc peut-être que ça va être pas une montée aussi tranchante que ça, parce que la chaleur va compter. L'étape est hyper usante, hein. C'est ma région, je la connais bien. Il y a 4500 mètres de dénivelé en 160 bornes. Ça va vraiment faire du dégât. Et d'autant plus que les coureurs sont un peu au charbon depuis un moment. On voit que les étapes sont toutes menées à bloc. Aujourd'hui, à Beurre de Bretagne, il reste plus grand monde au pied de la côte. Donc on va voir. Voilà pour la Rampe Saint-Hilaire. Je vous laisse lire l'article. Si vous avez envie, j'ai mis tout un tas d'informations et de liens qui m'ont servi à faire ces calculs, avec notamment le com Strava que vous pouvez retrouver dans l'article. Merci de votre attention et à bientôt.